7h47, c'est le petit déjeuner politique de Geoffroy Didier ce matin, député européen Les Républicains et vice-président de la région Île-de-France. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Abstention primo-sortant, ce sont deux des enseignements de ces élections départementales et régionales. Tout d'abord, cette abstention, à quoi vous l'attribuez, vous ? À une série de facteurs. Il y a ceux qui ont encore peur légitimement du Covid. Il y a ceux qui voulaient se libérer du Covid et partir en week-end. Et puis il y a aussi, disons-le, le gouvernement qui n'a pas fait les efforts nécessaires pour appeler aux urnes nos concitoyens. Il n'y a pas pourtant, ils se sont mobilisés sur le terrain. Même Emmanuel Macron est allé... Oui, c'est vrai qu'on a vu effectivement une série de ministres à tel point qu'on s'est demandé si les conseils des ministres ne s'étaient pas déplacés dans les conseils régionaux d'Île-de-France ou des Hauts-de-France. Mais en termes d'information au public sur les réseaux sociaux, dans les médias, alors qu'on savait parfaitement qu'avec le Covid et la crise sanitaire, nous avions un fort risque d'abstention, je déplore que le gouvernement n'ait pas fait le nécessaire pour appeler aux urnes et mobiliser et informer. C'est le rôle d'un gouvernement. Mais alors, ce rôle n'a pas été fait. Oui, parce que dans les médias, on a beaucoup parlé de ces régionales et départementales quand même. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors en plus ? Vous avez raison, vous parlez des médias, vous parlez du débat politique qui heureusement s'est déconfiné progressivement depuis quelques semaines. Je dis juste que le gouvernement n'a pas suffisamment informé alors que c'était son rôle et que c'était sa promesse. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, le Premier ministre avait dit qu'il mettrait en place un dispositif pour informer au maximum et de manière même tout à fait exceptionnelle les électeurs. Ça n'a pas été fait. Il y a eu un recours au privé. C'est l'une des raisons de l'abstention, mais il serait malhonnête de dire que c'est la seule. Il y a eu un recours au privé pour envoyer notamment aussi les professions de foi et beaucoup de papiers donc, chez les électeurs. Ça a été mal suivi selon vous ? Enfin, mal fait ? Vous le savez, j'imagine que vous l'avez relayé sur votre antenne en interrogeant des auditeurs. Beaucoup n'ont pas reçu leur profession de foi. Je le vois en région Île-de-France. Certains ont reçu la profession de foi des régionales et pas des départementales et vice-versa. Encore une fois, il y a eu un dysfonctionnement au sommet de l'État sur l'information au public dans cette élection. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Certains ne comprennent pas non plus légitimement comment fonctionne une région et un département, quelle est la différence entre une région et un département. Et puis d'autres ont voulu échapper à la période difficile que nous venons de vivre et de subir en partant au week-end. C'est la raison pour laquelle j'appelle les Franciliens, les Français et tous ceux qui croient dans les valeurs de la République à se mobiliser dimanche prochain. Pourquoi ? Parce qu'en région Île-de-France, ce sera un véritable choix de société. Bon, et il faut tirer les leçons parce que vous avez parlé quand même, vous avez utilisé un mot grave, dysfonctionnement au plus haut niveau de l'État. Donc c'est particulièrement important. Donc le gouvernement cette semaine doit plancher sur ce sujet, quoi. Il aurait dû le faire bien avant et effectivement, il a encore une occasion de se rattraper pour informer au maximum nos concitoyens sur les enjeux de cette élection et sur la nécessité de se rendre aux urnes. Il fallait reporter au mois de septembre ce scrutin ? Fallait-il le reporter ? Vous voulez le reporter Non, il aurait fallu le reporter ? Non, pas du tout. La majorité de nos concitoyens sont désormais vaccinés. Il était urgent que la politique puisse se déconfiner, donc je n'étais pas du tout favorable au report. En revanche, je suis favorable à une information complète, exacte et précise. Oui, alors la prime au sortant, vous êtes aux côtés de Valérie Pécresse en Île-de-France, qui arrive en tête au premier tour. Largement. Oui, devant Jordan Bardella notamment, mais rien n'est joué avant le second tour, avec une gauche qui devrait se réunir autour de Julien Bayou, qui est arrivé en 3e position. Comment vous allez mener cette campagne de second tour ? Vous avez raison, nous sommes arrivés largement en tête. Valérie Pécresse a su rassembler autour d'elle avec un score très élevé, mais rien n'est joué. Et il faut donc se mobiliser. Très élevé, mais moins élevé que Bertrand ou Wauquiez, par exemple. Plus élevé que les sondages le prédisaient et élevé par rapport à une région qui n'est pas facile, puisque nous sommes dans une région plutôt sociologiquement de gauche. Nous sommes de la première région macroniste de France, et nous sommes dans une région où, lors des dernières élections régionales, le Front National faisait près de 20%, il en fait aujourd'hui 13 ou 14% au maximum. Donc c'est un succès clair pour Valérie Pécresse, mais rien n'est joué, puisque nous aurons sans doute face à nous une fusion d'appareils, et des appareils de gauche, et il faut voir la gauche qui est face à nous. C'est la gauche de M. Bayou, c'est la gauche de Mme Autain et de M. Mélenchon, et c'est la gauche de Mme Pulvar. Mme Pulvar qui souhaite... Oui, c'est la gauche. Oui, non. C'est une gauche qui a trahi ses idéaux. Ouais. C'est une gauche qui s'éloigne jour après jour des rives de la République. C'est une gauche qui a refusé d'aller manifester en soutien aux policiers. C'est une gauche qui a manifesté, pour le coup,
avec le CCIF qui heureusement a été dissous depuis par le gouvernement. C'est une gauche qui se prétend écologiste. C'est votre ligne d'attaque, quoi. Non, mais ce n'est pas un angle d'attaque, c'est une réalité. Tout ce que je viens de vous dire est factuel et incontestable. Ouais. C'est une gauche, pour M. Bayrou, qui a laissé tous les bus diesel, alors qu'il se prétend écologiste. Moi, je l'estime plutôt que c'est un escrologiste, parce qu'il a laissé... Escrologiste. Oui, escrologiste. Parce que quand on laisse toutes les bus, lorsqu'il était encore au pouvoir, sous la gauche, lorsqu'il a co-dirigé la région, qui étaient des bus diesel, lorsque ce M. Bayrou a manifesté avec le CCIF, lorsque M. Bayrou a refusé de voter la charte de la laïcité qui a été mise en place par Mme Pécresse, lorsqu'il a refusé de voter le bouclier de sécurité. Effectivement, ce sont des personnes qui sont des faussaires de l'écologie, qui ont utilisé, instrumentalisé, dévoyé, détourné l'écologie à des fins politiciennes, alors qu'en fait, ce sont des gauchistes qui ont trahi Jean Jaurès et qui ont trahi Léon Blum. Ouais, ils n'ont pas la même vision que vous en disant qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts aujourd'hui sur l'écologie. Mais bon, voilà, ça fait partie du débat. Ils ne se gênent pas lorsqu'ils étaient au pouvoir. Alors, vous avez parlé d'une région macroniste, l'Île-de-France. Est-ce qu'il peut y avoir un accord pour vous, justement, avec La République En Marche ? Mais il n'y a pas d'accord d'appareil. Valérie Pécresse a quitté une formation politique, les Républicains, même si les Républicains la soutiennent activement. Mais ce n'est pas pour s'adonner. Je réponds à votre question. Oui. Ce n'est pas pour s'adonner à des fusions d'appareils. D'autant plus que le rassemblement, nous le faisons déjà. Et nous avons une clarté, une cohérence. Nous sommes authentiques dans nos convictions. C'est-à-dire que la liste qui a été menée par Valérie Pécresse et qui nous a permis d'obtenir le succès que nous avons vécu hier au premier tour, nous allons l'avoir au second tour. C'est la même, nous ne changeons rien. Pourquoi ? Parce que nous rassemblons déjà. Dans cette liste, il y a des souverainistes, il y a des progressistes, il y a les élus Macron compatibles, il y a les anciens proches de Nicolas Dupont-Aignan, il y a la droite, il y a le centre, il y a des personnalités de la société civile, des personnalités écologiques qui vont bien au-delà des clivages partisans. Nous n'avons aucunement l'intention de nous adonner à des fusions d'appareils, alors que la gauche va vous offrir le spectacle d'ici demain de ces petits arrangements boutiquiers que, à mon avis, les Franciliens et les Français ne supportent plus. Vous l'appelez comme ça, mais ce sera une union. Et si La République En Marche se maintient, Valérie Pécresse, ce sera le cas. Et donc Valérie Pécresse est en danger. Non, mais c'est la raison pour laquelle j'appelle tous ceux qui croient dans la fermeté sur la préservation des valeurs de la République, tous ceux qui croient dans la nécessité d'un partenariat entre l'État et la région pour relancer l'économie, tous ceux qui croient dans l'écologie des résultats, c'est-à-dire une écologie de la croissance, une écologie intelligente et non une écologie idéologue qui taxe et qui est une écologie antisociale. C'est un véritable choix de société, effectivement, qui a lieu en Ile-de-France dimanche prochain. Un mot au niveau national. La droite républicaine respire un peu. Ça démontre pour vous que s'il y a un vrai ou une vraie leader naturel, tout est possible pour 2022 ? Bien sûr, mais je le croyais avant dimanche. Et tout ce qui s'est passé hier a conforté mon intuition, c'est que la droite relève la tête, que la France est aujourd'hui à droite et que nous sommes la boussole de la République, puisque je crois que les Français n'ont aucunement l'intention de s'enfermer dans un duel, devrais-je dire plutôt un duo, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils l'ont démontré hier soir dans les urnes, et je crois beaucoup à la vérité des urnes, plutôt qu'aux intentions, aux approximations sondagières. Et je crois qu'il y a une troisième voie, effectivement, pour 2022. Dernière question avec Cécile de Ménibus, Geoffroy Didier. Oui, le taux d'abstention, on en a parlé, plus de 67%. Donc beaucoup de gens se demandent si les élus vont être vraiment légitime. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra repenser à un moment donné à instaurer un vote obligatoire ? Je ne le crois pas. Je préfère convaincre plutôt que contraindre. Enfin là, c'est difficile de convaincre. Oui, mais convaincre, c'est notre mission et c'est un combat permanent. Mais je n'ai aucunement l'intention de contraindre qui que ce soit. Je n'étais pas pour la contrainte des vaccins. Je ne suis pas pour la contrainte du vote. Je crois que les Français sont intelligents et que dans une élection intermédiaire, beaucoup sont souvent tentés de rester à la maison, mais que dans les élections dites majeures, c'est-à-dire par exemple le scrutin présidentiel, la plupart de nos concitoyens iront aux urnes. Mais il n'y a pas un problème de légitimité là aujourd'hui ? Non, je ne le crois pas. C'est la règle de la démocratie. C'est-à-dire que celui qui ne va pas voter, il peut râler, mais il a laissé son destin s'écrire par d'autres. Notamment les jeunes. Donc en Île-de-France, 18-24 ans, bien sûr. Plus de 80% ne sont pas les votés. Je crois que ça n'enlève en rien la légitimité démocratique de ceux qui sont élus. En revanche, vraiment, je le dis à tous les Franciliens et à tous les Français,
allez choisir votre avenir et votre destin. Sinon, vous laissez aux autres le soin de le faire. Merci Geoffroy Didier, député européen LR et vice-président de la région Île-de-France. Vous étiez l'invité de Sud Radio. Dans 10 minutes maintenant, Jean-Paul Garot, du Rassemblement national en région Occitanie, qui arrive très loin derrière Carole Delga, la présidente socialiste sortante.